Mesdames et messieurs, bienvenue sur le canapé rouge de Gabon Media Time, votre espace d'analyse et de débat sur les grands enjeux politiques et sociaux du pays. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Jean-Rémy Yama, président du Parti national pour le travail et le progrès, candidat à la présidentielle d'avril 2025, dont le dossier a été malheureusement invalidé par la Cour constitutionnelle. Avec notre invité, nous évoquerons bien évidemment cet épisode, son regard sur le processus électoral en cours, son futur positionnement lors de la présidentielle à venir et les futures batailles qu'il entend mener en tant qu'acteur majeur de la vie politique gabonaise. Monsieur Yama, Monsieur Jean-Rémy Yama, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Comme il est de tradition sur le canapé rouge de Gabon Media Time, la première question que je vais vous poser est celle de savoir comment vous vous portez en cette période décisive pour l'avenir politique du pays et surtout après le revers que vous venez de subir concernant votre candidature. Je me porte très bien et j'ai l'habitude de dire rien au monde ne peut me faire perdre mon sourire. Donc je vais très bien, malgré tout ce qui me tombe dessus. Ok, parfait. Alors, le 28 février dernier, vous annonciez vos intentions de briguer la magistrature suprême, avant bien évidemment de vous plier aux exigences légales pour la validation de votre candidature. Pouvez-vous revenir succinctement sur ce cheminement? Oui, j'ai pris la décision d'être candidat. J'ai été soutenu par beaucoup de Gabonais. Et donc le 8 mars, il fallait déposer le dossier. J'ai déposé ce dossier. L'administration a déclaré que le dossier était complet. Au début, évidemment, il y avait 2 éléments qui manquaient et ces éléments ont été apportés. Sur ma fiche, c'est bien marqué, dossier complété à 16h20. Il se trouve tout simplement que sur une pièce qui était demandée, j'ai amené une pièce de substitution. C'est comme dans une pharmacie, si le médecin vous a prescrit un médicament et qu'il n'y a pas ce médicament, le pharmacien vous propose un équivalent. Moi, j'ai proposé que c'est lundi que j'aurai la pièce, mais en attendant, je peux vous produire cet élément. Et ça a été accepté. C'est la raison pour laquelle mon dossier s'était marqué complet. Je suis surpris, en moins de 24 heures, donc dimanche, le 9 mars, lorsque la commission examine le dossier, il rejette l'élément de substitution que j'avais produit pour dire « Ah, nécessairement, il faut l'acte de naissance d'un des parents pour prouver la nationalité du grand-parent. Voilà, ce n'est pas pour prouver ma nationalité, encore moins celle de mes parents. Non, c'est pour prouver la nationalité d'un des grands-parents. Le communiqué sort dimanche à 15h. Il ne nous donne aucune possibilité de compléter ce qu'il demande. Mais il nous renvoie à la Cour constitutionnelle. Lundi, j'avais l'acte de naissance demandé. Et quand je saisis la Cour constitutionnelle dit non, il fallait amener ça le 8. Mais ce n'est pas le 8 qu'on m'a demandé ça, c'est le 9 que le communiqué dit qu'il faut amener finalement l'acte de naissance. Donc, c'est la raison pour laquelle le rejet, qu'on le veuille ou pas, c'est un rejet purement et simplement politique et c'est regrettable. C'est vraiment regrettable pour un enjeu comme celui-là d'empêcher certaines personnes d'être des candidats. Alors que c'est le peuple qui doit choisir et j'irai même encore plus loin. Financièrement, on se prive, l'État se prive de près de 690 millions si les 23 candidats avaient été acceptés, sachant que, de toutes les façons, selon le nouveau code électoral, il n'y a que celui qui gagne qu'on rembourse la totalité, et ceux qui ont plus de 10%, enfin à partir de 10%, ils ont la moitié. Donc, en gros, la CDC se serait retrouvée avec 600 millions, au moins, dans la poche. Surtout en ces temps difficiles. Mais comment peut-on se priver de ça pour des caprices alors que moi, j'avais mon dossier complet lorsque j'ai saisi la Cour, mais la Cour a débouté ma requête pour des raisons qu'elle-même, elle connaît.
Et lors d'une récente sortie, vous dénonciez d'ailleurs, pour abonder dans ce sens, vous dénonciez une main noire des autorités de la transition et plus particulièrement de l'actuel président, Brice Clotaire Oligui Nguema, par ailleurs lui aussi candidat, pour vous écarter de la course. Quels sont vos arguments pour soutenir cette thèse? Mais parce que mon refus est illogique. Le refus de ma candidature ne tient pas la route. Lorsqu'une administration organise un concours, est-ce que l'objectif, c'est d'empêcher les gens de prendre part au concours? Non. Quand une administration organise un concours, mais les dossiers sont ouverts. Deux fois, il y a même de la participation financière. Tous les dossiers sont ouverts, même s'il y a 20 000 candidats. Deux fois, ils n'en choisissent qu'une centaine. Donc, quand vous vous inscrivez pour participer à un concours, la sélection, ce sont les épreuves qui vont vous sélectionner. Or là, on a mis des dispositifs pour empêcher les gens d'être candidats et particulièrement pour m'empêcher d'être candidat. Ça, c'est clair. C'est une volonté politique. Donc, aujourd'hui, l'inclusivité qui était demandée et qui était prônée par les autorités de la CTRI, mais cette inclusivité s'est transformée maintenant en restriction, c'est-à-dire en exclusion, puisqu'il n'y a pas de raison, je vous dis bien, il n'y a pas de raison que quelqu'un qui a le dossier complet, on va dire, tel qu'exigé par la commission électorale, 24 heures après, parce qu'ils ont fait leur déclaration dimanche, si c'était lundi, le problème ne se poserait pas, mais ils ont fait ça dimanche, à 15 heures, même pas un jour ouvrable. Et donc, quand on exclut, non, je pense que le président du CTRI, qui a changé qui est revenu sur sa décision de ne pas, de remettre le pouvoir aux civils, a taillé tout simplement la liste des candidats qu'il voulait affronter, et mon nom ne faisait pas partie de ceux que le président voulait affronter, parce que je crois qu'il savait que j'aurais gagné cette élection, ça je vous le dis. Ok. Alors, revenons sur le processus électoral en lui-même. Depuis l'adoption du nouveau code électoral, vous dénoncez déjà le risque que l'élection présidentielle soit entachée de manipulation, surtout du fait de la gestion exclusive de son organisation par le ministère de l'Intérieur. Est-ce que cet épisode que vous avez vécu dans votre chair vous conforte sur cette idée? Je regrette énormément, sincèrement. Quand le CTRI est arrivé, je fais partie des Gabonais qui ont cru que le Gabon avait tourné une page. Je fais partie de ceux qui ont milité pour le retour au ministère de l'Intérieur des opérations. Et quand on voyait le ministère de l'Intérieur, on voyait tous les démembrements, c'est-à-dire les collectivités locales, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs. Donc, toute l'administration de l'Intérieur devrait être en branle pour les organisations. C'est comme ça qu'on l'avait vu, en se disant que là, les démons du passé ne reviendront plus. Mais je vous assure, je suis très déçu. Je suis très déçu parce que finalement, on a refait les mêmes schémas que par le passé. Parce que je ne vois pas la différence avec le CGE. Parce qu'une commission a été créée, la commission a les mêmes réflexes, reçoit des ordres, et du coup, la notion de transparence, elle n'est pas au rendez-vous. Donc, aujourd'hui, je regrette personnellement d'avoir milité pour donner au ministère de l'Intérieur l'organisation des élections, mais qu'à cela ne tienne, ce sont ces autorités du CTRI, de la transition, en fait, qui ont changé d'agenda. Parce que leur agenda, au départ, c'était un agenda noble. Ils avaient dit, on va refonder les institutions, on va organiser des élections libres et transparentes. Je me rappelle même encore, le président avait dit, le président de la transition, que nous ne sommes pas venus pour construire des routes, nous ne sommes pas venus pour construire des bâtiments, pour des projets à long terme. Je ne sais pas, vous qui êtes journaliste, vous pouvez retrouver ces discours. C'est-à-dire que c'était un discours où l'objectif était de mettre le pays sur les rails et ensuite le train devait maintenant fonctionner. Or, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes toujours en déraillement et ces changements de parole
ont fait que, finalement, la Constitution a été taillée sur mesure, le code électoral a été taillé sur mesure, et moi je suis encore très triste par rapport au code électoral, je vous le dis. Parce que, pour une fois, je vais être l'avocat des pédégistes, parce qu'au Parlement, les opposants et la société civile, nous sommes majoritaires par rapport au PDG. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu adopter ce que nous revendiquions lorsque nous étions au niveau de la société civile ou lorsque nous étions dans l'opposition? Regardez par exemple le code électoral, l'augmentation, c'est nous qui augmentons le nombre de sénateurs jusqu'à 30 millions. On augmente le nombre de sénateurs, mais la caution à 30 millions, c'est nous qui l'augmentons, c'est-à-dire l'opposition et la société civile. Les délais de 2 semaines de campagne, qui sont des délais irréalistes, qui ne privilégient que ceux qui ont les moyens. Parce qu'avant, le délai de campagne, c'était 1 mois. Pour que vous et moi, qui n'avons pas d'avion, qui n'avons pas d'hélicoptère, pour rallier tous les cantons, les départements, les provinces, il fallait 1 mois. Mais aujourd'hui, on a réduit. Bon, bref, vraiment, oui, je suis très déçu du fait que le ministère de l'Intérieur ait repris les choses et que finalement les vieux démons sont revenus. Et c'est ce qui a motivé, entre autres, ma candidature pour que ces choses changent véritablement. Voilà pourquoi mon slogan était « Le vrai changement, c'est maintenant ». Mais ne pensez-vous pas que la problématique réside sur... Bon, je voudrais savoir, la problématique réside dans le texte en lui-même ou sur les hommes qui sont chargés de mener à bien ce processus électoral? Mais déjà dans le texte, je prends l'exemple, la cacophonie qu'il y a entre l'article 170 et l'article 179. Je dis bien la cacophonie. L'article 170, qui reprend l'article 43 de la Constitution, mais nous dit qu'il faut que le père et le grand-père ou la grand-mère soient tous nés gabonais. Mais je pense qu'il y a une démonstration qui a été faite, et d'ailleurs la Cour constitutionnelle a été saisie à cet effet par la société civile, pour dire, en réalité, au regard de cet article, aucun candidat ne respecte le premier alinéa de l'article 170. Là, nous attendons ce que la Cour va dire, parce que là, c'est du droit. Donc, il y a, c'est vrai, ce n'est pas tant les gens qui l'appliquent, mais le contenu. Regardez le vide qu'il y a. Parce qu'avant, lorsqu'on fait un examen au fond des dossiers, la possibilité était donnée aux candidats de venir compléter leur dossier. Et là, il y a comme un vide. C'est-à-dire que la commission n'a pas... Il n'y a aucune disposition qui permet à la commission de dire à un candidat « Viens compléter ton dossier ». C'est-à-dire que quand le délai est arrivé et que l'examen au fond a eu lieu, il n'y a pas de délai qui permet à la commission de dire « Venez compléter votre dossier ». Donc tout est renvoyé à la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle dit « Moi, je ne suis pas là pour compléter les dossiers, je suis là tout simplement pour vérifier la constitutionnalité du rejet qui vous a été appliqué. » Même là aussi, il y a eu 2 poids 2 mesures. Parce que ceux qui ont été repêchés, tous ceux qui ont été d'ailleurs envoyés à la Cour, avaient des pièces qui manquaient. Mais les 4 qui ont été repêchés, comment ont-ils été repêchés alors que nous tous, on avait au moins une pièce qui manquait? Allez-y comprendre. Donc, c'est un vide. Mais en justice, on dit normalement le vide profite à l'accusé. Or là, le vide ne nous a pas profité parce que nous, on ne nous a jamais donné l'occasion, lors d'un examen au fond, de compléter nos dossiers. Donc vraiment, je suis très très déçu. Et comme je dis, au Parlement, nous sommes majoritaires, même s'il y a beaucoup de pédégistes, mais si on met les opposants, si on met la société civile, d'avant 2023, parce que maintenant il y a 2 sociétés civiles, il y a la société avant le 30 août et il y a la société civile d'après le 30 août. Donc c'est ça la différence.